Moi c'était un peu nouveau comme type de jeu, j'avais pas souvent joué à des jeux de tactique. On est de retour et avec Yves qui est venu avec un jeu, bien le bonjour, un jeu de combat, un truc comme ça. Un jeu de stratégie tactique qui s'appelle Africa Corps versus Rats of the Desert. Donc un jeu qui prend pour cadre la bataille de l'Afrique du Nord qui a eu lieu dès le début de la Seconde Guerre mondiale et qui a opposé les forces allemandes de Rommel avec l'Africa Corps aux forces anglaises de Montgomery avec les Rats du désert. Mais alors un jeu stratégie tactique, c'est quoi par rapport à un jeu de stratégie? Eh bien en fait la différence c'est que tu n'as pas de ressources à récolter ni d'unités à construire. Si tu veux, tout est donné en quelque sorte dès le début du jeu, dans la première phase du jeu. Donc cette première phase c'est une phase un peu de management comme ça, où tu as ton interface et dans laquelle tu as toutes les unités disponibles et tu sélectionnes simplement celles qui te sembleront les plus utiles pour ta mission. Donc il y a plusieurs types de missions. Par exemple, tu as des missions où tu dois suivre un convoi de camions et l'aider à aller d'un point A à un point B sans se faire trop attaquer par les adversaires. Ben là, tu vas plutôt favoriser des unités mobiles par exemple, tandis que tu vas prendre des gros chars d'assaut bien puissants pour aller faire une percée dans les lignes ennemies. Ou alors tu prendras plutôt des petits canons de DCA pour tenir une place fortifiée pendant un certain temps. Donc est-ce que tu peux choisir ton camp? Oui, donc les Anglais, les Allemands. C'est ça. Donc tu commences en fait, tu peux choisir de commencer directement avec les Anglais, mais c'est plus difficile. Donc tu commences normalement d'abord avec les Allemands. Tu as une dizaine de missions comme ça, et encore une dizaine de missions avec les Anglais. Donc il y a tout un scénario. Il y a un héros anglais, un héros allemand, mais on va passer. Je vais plutôt te raconter le fait que pour moi c'était un peu nouveau comme type de jeu. J'avais pas souvent joué à des jeux de tactique comme ça, et je dois dire que j'y suis d'abord allé d'une manière un petit peu bourrine en attaquant. Tu sais, je divisais mon groupe d'hommes en deux groupes, et je disais le groupe va par là et l'autre va par là et ça attaque. Et finalement ça ne payait pas du tout parce que l'intelligence artificielle est quand même très très bonne. Et là on est vraiment dans un jeu de tactique où il faut savoir que c'est très fin. Il faut jouer avec des notions comme la ligne de mire ou la portée de tir. Donc savoir qu'il faut placer ses unités à certaines positions pour que l'une, grâce à sa ligne de mire, te permet justement de tirer là où elle voit mais qu'elle ne sait pas tirer. C'est un peu complexe à expliquer comme ça. Enfin, c'est très fin. Alors ce qui m'a vraiment bien plu justement, c'est que dans un jeu où il y a tellement de choses à gérer, c'est comment est-ce qu'on fait? C'est du temps réel, mais tu peux mettre le jeu en pause. Et quand tu mets le jeu en pause, tu peux réfléchir d'une part, et tu peux donner tous tes ordres. Donc tu peux donner une succession d'ordres à tes unités pendant qu'elles sont en pause. Tu enlèves la pause et elles font toutes les actions que tu leur as ordonnées. En fait, la réflexion s'opère un peu comme quand tu joues à un jeu d'échecs. C'est ça. En fait, ils ont réussi à faire la parfaite symbiose, je veux dire, entre le jeu de stratégie temps réel et le jeu de stratégie tour par tour, en quelque sorte. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment le truc qui m'a le plus plu dans ce jeu-là. La deuxième chose qui m'a vraiment bien plu, c'est le côté un petit peu jeu de rôle, parce que tu peux récupérer tes unités à toi quand elles ont terminé une mission, elles gagnent en expérience. Donc en plus tu peux les réutiliser la fois d'après, elles ont des meilleures statistiques, elles ont des meilleures capacités. De même tu peux aussi récupérer les unités adverses que tu aurais éventuellement pu prendre sur le terrain de bataille. Donc tu as buté des mecs, tu peux aller leur choper leur char pour aller... Exactement. Tu as buté une tourelle d'un char, et bien hop, les mecs s'enfuient et toi tu vas prendre la place. Donc ça c'est vraiment les deux points qui m'ont plus plu sur ce jeu. Au-delà du fait qu'il est très, très joli, il est très beau, donc c'est un beau moteur 3D, tu peux naviguer avec la caméra autour de tes unités, tu peux zoomer, dézoomer. Seulement, il est un petit peu gourmand en termes de machines, donc il faut de la mémoire vive en conséquence, une bonne carte 3D, un processeur quand même costaud. En parlant de machines, toi tu joues souvent au PC, mais j'imagine que tu touches de temps à autre à la console. Et par exemple, à la Xbox, tu n'es pas sans savoir qu'on peut la modifier. Oui, tout à fait. Oui, on peut la modifier comme beaucoup d'autres consoles, mais en fait la Xbox c'est d'autant plus intéressant parce qu'en fait c'est un petit PC qui a été repackagé en fait la Xbox. Elle comporte un disque dur, un lecteur de DVD, une carte mère, une carte graphique, et tout ça finalement a été bridé en quelque sorte dès le départ par le BIOS d'origine de cette machine. Et je crois qu'il y a des puces qui permettent effectivement de changer ce BIOS et de retrouver en fait un PC. Tu peux même mettre Linux, paraît-il, maintenant sur Xbox. Écoute, on va voir tout ça en images dans un reportage de Laurent Steen qui fait un petit peu le point sur tout ce qui se fait autour d'une Xbox. Ceci n'est pas une console Xbox traditionnelle, c'est une Xbox modifiée. C'est une console dont on a principalement changé le BIOS, ce qui permet de donc lancer tout ce qui est du software qui n'a pas été autorisé par Microsoft à la base, comme des OS alternatifs, copier des jeux,
utiliser du media player pour voir des DivX et ainsi de suite. Cette modification peut être opérée de deux manières différentes. Soit le BIOS, le cœur même de la console, est tout simplement effacé et remplacé par un autre, ce que les initiés appellent un flashage du BIOS. Ou alors, comme ici, on installe une puce qui contient un ou plusieurs autres BIOS. On peut alors passer du système d'origine au système modifié grâce à un simple interrupteur, ce qui permet de conserver l'accès à Xbox Live. Coût 50 à 120 €. Si l'on démarre la machine sur le nouveau BIOS, on se retrouve face à un nouveau dashboard et un menu pour accéder aux applications que l'on peut désormais installer sur le disque dur même de la console. Comme à la base, la Xbox c'est un système architecture PC. Vous avez un processeur Intel, un disque dur IDE, un lecteur DVD-ROM IDE. Donc dès le moment où on les transformer, ça devient presque un PC, je dirais. Mais pour installer des applications sur la Xbox, il faut également changer le disque dur d'origine d'une dizaine de gigas, trop petit, par un plus gros, 120 gigas par exemple. Mais tout cela, pourquoi faire ? En fait, je crois que comme tout le monde, la première initiative pour la première raison de modifier une Xbox, c'est bien entendu de pouvoir jouer à des jeux copiés. Ça, c'est très clair. Et cela devient du piratage pur et dur. L'utilisateur loue un jeu, par exemple, et le copie sur son disque dur grâce à un programme spécialisé. L'utilisateur ne peut jamais être poursuivi. Je n'ai pas connaissance de loi qui interdise l'utilisateur de mettre une puce. Bon, si vous commencez à copier des jeux, évidemment, là vous exposez, s'il y a les lois, code de copyright que vous bafouez. Au niveau de la puce, il n'y a aucun problème. Au niveau du vendeur, c'est moins clair parce qu'il y a quand même de nouvelles réglementations qui essayent d'interdire la commercialisation de tout ce qui concerne contournement de protection logicielle. Au point de vue légal et si nécessaire, notre secteur peut en effet poursuivre tous ceux qui abusent le système ou qui mettent notre réseau plus en sécurité. Donc en fait, s'il y a des gens qui modifient ou qui commercialisent des consoles modifiées, en effet, on peut les poursuivre pour leur responsabilité pénale ou civile. Ce sont en effet les vendeurs de ces puces et les pirates de jeux qui sont principalement visés. Et certains prétendent modifier leur console pour d'autres utilisations que le piratage. Très vite, en ayant mis la chip sur la Xbox, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire bien plus de choses que tout simplement de jouer avec des jeux copiés. Ça va de voir les DivX, de pouvoir voir mes DVD directement dessus sans devoir acheter l'extension qui est en fait une espèce de télécommande qui vous permet de voir les DVD par après. Qui coûte, je ne sais pas combien elle coûte, mais elle doit coûter dans les 30-40 €. Une des raisons en plus, et celle-là je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est le fait de pouvoir programmer, c'est-à-dire de pouvoir créer mes propres démos. Là je vais lancer Linux, donc une distribution Gentoo qui a été modifiée spécialement pour Xbox. Donc c'est vraiment un Linux complet, donc toutes les applications qui tournent sur un Linux de base tournent là-dessus. Vous pouvez l'employer comme serveur web, comme serveur FTP, vous pouvez l'employer comme routeur votre Xbox, vous pouvez faire du traitement de texte, vous avez des produits comme K-Office qui sont des concurrents de Microsoft Office. Donc c'est vraiment un véritable ordinateur à ce niveau-là, quoi. Et une Xbox modifiée devient une véritable plateforme multimédia capable de lire des DivX ou des MP3. Et une nouvelle fois, on flirte avec l'illégalité puisqu'on peut lire des DVD de toutes les zones. Autre particularité, on peut faire tourner des émulateurs de pratiquement tout ce qui existe ou a existé comme plateforme de jeu, comme ici les vieux jeux d'arcade qui ont bercé notre enfance. Bref, une Xbox comme on aurait rêvé que Microsoft nous la livre. Car s'il est relativement simple de se faire modifier sa console, et même si l'objectif n'est pas le piratage, tout cela est tout de même à la limite du légal. D'ailleurs, les personnes que nous avons interviewées ont refusé de parler à visage découvert. Dernière précision, Sony et Nintendo sont aussi touchés par le phénomène, bien que leur console offre alors moins d'applications. Philosophe artistico-scientifique et enthousiaste, adepte du bricolage. On reste dans l'illégalité avec Jean-Marc, qui est, comme tout le monde le sait, recherché par toutes les polices d'Europe,
qui est venu nous proposer un... Et même petit- les polices d'Autriche. Oui, Voilà, le dire. parce que justement, j'y venais. Je vous dis Autriche, vous me dites. Autriche. Schwarzenegger. Voilà. Ah, mais oui. Ah, les sports d'hiver quand on était gamin, l'endroit où Louis Michel ne va plus passer ses vacances. Les œufs géants. Tu sais, les Les œufs œufs géants. d'Autriche. Tu connais pas les œufs d'Autriche? Sacré Brice. Ah ben voilà, l'Autriche c'est tout ça, mais c'est aussi le pays, la patrie d'un collectif dont le site s'appelle www.monochrome sans E à l'allemande .at. On ne doit pas dire monochrome ou point arrobase alors? Non, Raphaël, c'est pas la même chose arrobas, Non. c'est Là, c'est dans les adresses email. Là, c'est un site web. Bon, et donc ces gens qui se définissent eux-mêmes comme un groupe de philosophes artistico-scientifiques et enthousiastes adeptes du bricolage, nous proposent donc un site fourre-tout dans lequel à la fois ils se moquent de l'art contemporain en faisant, Ich hatte vor ungefähr 5 Jahren einen Unfall. Meine Frau und ich, wir wollten damals unser Haus renovieren. ils font des petits films entre eux hilarants, dont on va voir quelques extraits bientôt. Ils produisent des textes absolument sidérants tant ils sont intelligents et ils vous font Et réfléchir. C'est en allemand, enfin en autrichien? Non, justement, la bonne nouvelle, Brice, c'est que tu vas sur cette adresse www.monochrome.at et tu peux cliquer, parce que tout est en allemand, ouais, hein, Il y a une une sorte de version flamand, anglaise mais un qui peu dit allemand. Dis-moi qu'il y a une version Et il y anglaise. a English version, Ah, évidemment. voilà. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur une espèce de longue liste. Il y a toujours une petite blague chaque jour différente. Ouais. Il y a une longue liste d'espèces de liens qui vous renvoient à des petits films toujours assez rigolos ou Des à des petites vidéos textes. qu'on peut voir, Des petites en vidéos ligne. qu'on peut voir. Alors moi, j'en ai vu plusieurs. Je ne suis pas allé jusqu'au bout parce qu'il y en a vraiment plein. Les extraits que je vais vous proposer, c'est celui qu'on voit maintenant. C'est un film qui s'appelle Action Film et où le mec, il a pris une espèce de diaporama de film d'action de James Bond, mais dans lequel tout le monde a toujours les yeux fermés. Avec une D'accord. espèce de musique tyrolo-bavaroise, et ça donne une impression complètement incroyable d'englument dans une espèce de kitsch d'action comme ça. Ou alors un autre film qui s'appelle Ich. Voilà, bravo. Je. ouais. Ah, t'as vu, hein, Et qui, sans avoir l'air d'y toucher, se moque un peu de l'art contemporain, installation vidéo, qui est fort versé pour l'instant dans le jeu film. Oui. C'est l'histoire d'un type qui est en train de repeindre sa maison, et tout d'un coup un truc lui tombe dessus. Il repeint sa maison avec une couleur unique? Je ne sais pas, ce n'est Parce pas que précisé. vu que le groupe s'appelle Monochrome. C'est oui. Et donc, un truc lui tombe sur la tête et il explique dans une espèce de voix off comme ça, très carnet intime, que la seule vision qu'il a depuis ce moment, c'est la vision de son ami qui lui hurle quelque chose, genre « fais attention à ta tête ». Et donc, ce truc est dans la longueur, comme ça, on a l'impression d'une vraie installation vidéo, comme j'en ai parfois vu dans des vraies galeries très sérieuses. Sauf que et à la fin, c'est c'est foutagé parce qu'il dit « et si je me tape très fort la tête, je peux changer le contraste ». Et là, cette image se met à bouger, devient plus contrastée. Et si je me tape encore plus fort la tête, je peux bouger la brillance. Donc interactif en même temps. Donc voilà, Non, mais bon, je vois. Et alors, il y a un autre truc, j'ai encore un tout petit peu de temps pour vous dire que donc il y a plein de textes intéressants. Et ce que je trouve vraiment fou, c'est parce que c'est pas que des rigolos. Il y a un onglet, on va appeler ça comme ça, Un onglet. qui s'appelle Brand Marker. Et où ils ont demandé, donc ce collectif, à 25 personnes de dessiner de mémoire Les 12 marques. logos. Ah, je m'en souviens. Et ça donne des Effectivement, résultats et on assez voit les sidérants. mêmes marques qui Voilà. reviennent tout le temps. Mais il y a Apple, Marque que l'on il y ne citera pas. il y a Renault. Non, Voilà. moi je les cite, je Ah. balance. Mais il y a- Peugeot, il y avait Findus, Coca-Cola, je pense. Eskimo, Coca-Cola. Les marques les plus Voilà. connues qui sont Et dans par-delà, l'inconscient. je trouve cette installation vidéo qui est assez jolie, parce qu'on voit que les gens ne savent toujours pas bien dessiner, mais qu'ils y vont, c'est de se rendre compte à quel point nos gamins ou les gamins à Sont l'époque de nos marqués par parents... les marques. Voilà, c'est ça. À l'époque, ils savaient dessiner un arbre, un poisson, les doigts la dans le nez. semaine Et dernière, maintenant, on a encore Apple eu un met des trucs artiste. plus précis, genre Peugeot, par exemple, ou Adidas, ils vous font un truc conceptuel comme ça, les doigts dans le nez. Ça nous fait un peu réfléchir. www.monochrome.at. AT. Voilà. Comme quoi, chez les Autrichiens, il n'y a pas que Schwarty qui nous fait rire. Donc ici Sonic est avec des amis et le mode de jeu est placé sur la coopération. Deuxième intervention de Gilles avec un nouveau jeu, ou plutôt le retour d'un vieux jeu. Oui, le retour de Sonic. Est-ce que tu as joué à Sonic, J'ai Raphaël? joué à Sonic, oui. Sonic était à l'époque quand même une figure importante des jeux vidéo. Non, puisque c'était un hérisson à l'époque. Oui, hérisson bleu qui court très vite. Yo, Tails!
Sonic à l'époque c'était vraiment la mascotte de Sega, c'était vraiment l'emblème du jeu de plateforme. Fer de lance de Sega. Voilà, donc maintenant c'est un peu différent puisque Sega n'a plus vraiment de console sur le marché. Et c'est la première fois que Sonic justement sort sur toutes les consoles sauf sur une console Sega. Et donc avec la difficulté d'essayer de continuer à proposer des nouvelles aventures toujours aussi passionnantes. Est-ce qu'il est toujours aussi passionnant que les anciennes versions? Bah, y a du bon et du moins bon. Knuckles, can you open the stone door for us? Got it. Dans le bon, c'est que c'est toujours évidemment un plaisir de voir l'animal dévaler des pentes aussi vite, hein, en enchaînant looping et compagnie. Le principe est toujours le même que dans les jeux La nouveauté précédents quand même, c'est que n'est pas seul ici dans l'aventure, puisque le jeu Sonic Heroes, hein, donc je t'interdis de replacer un Heroes Ramazzotti ou quoi. Mais il n'y en aura pas. Okay. D'accord. Donc ici Sonic est avec des amis et le mode de jeu est placé sur la coopération. Donc il faut utiliser les talents de chacun. Sonic c'est le plus rapide, il a son rival Knuckles qui distribue des grandes mains dans la figure pour casser toutes sortes de pierres à l'adversaire. Et Fly, le petit personnage ailé qui va pouvoir comme ça pouvoir sauver le groupe dans les airs. Alors si on a aimé le jeu quand on était plus petit, est-ce que celui-ci va aussi nous séduire? Bah, c'est un peu justement la difficulté puisque il y a des qualités à ce jeu-là. Je veux dire graphiquement c'est correct, mais d'un autre côté avec une mascotte pareille, avec un tel poids derrière elle, et tout ce qui se fait actuellement, je veux dire c'est un peu en demi-teinte. Je veux dire c'est un jeu, moi je trouve qu'on peut prendre d'un certain point de vue et qui plaira évidemment à tous les fans. Ou en tout cas aux plus jeunes, mais d'un autre côté, au vu de ce qui se fait actuellement, comme dans les Rayman 3, les Ratchet & Clank 2, c'est vraiment la barre très très haut, on se retrouve avec un hérisson bleu un peu limité. Parce qu'évidemment, Sonic, on ne va pas lui donner des super pouvoirs autres que ce qu'il a déjà fait. Donc il est un peu pris au propre piège de son héritage. Et au niveau des performances, est-ce que l'évolution a bien suivi au niveau des technologies? Ça c'est relativement moyen. L'intérêt c'est que justement on a 3 personnages, on se dit ça va être bien puisqu'on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais d'un autre côté, je veux dire, le mode coopératif est assez limité. Je veux dire, l'idée de pouvoir passer d'un personnage à l'autre, puisque les 3 personnages évoluent sur une carte toujours de façon très linéaire, c'est quand même un peu court. Bon, pour toi, c'est un bon jeu ou c'est moi, c'est pas vraiment le genre de jeu que j'aime bien, mais d'un autre côté, c'est un genre de jeu que je recommanderais peut-être aux plus jeunes ou aux gens qui ont peut-être simplement envie de retrouver Sonic et toute sa bande. Donc pour les nostalgiques de la Mega Drive, si vous voulez retrouver votre petit hérisson, ce jeu est pour vous. Cet énorme cimetière. Brice, est-ce que tu as remarqué la chemise de notre ami Olivier? Oui, elle est de circonstance puisque nous sommes au début du printemps, donc c'est déjà un petit peu hawaïen. En plus, elle est exactement avec les couleurs du lieu. Hein. Voilà, j'apporte un peu de chaleur à l'émission. Hein. Mais pas que de la chaleur, des petits sites décalés aussi. D'abord de la bonne petite musique avec MacBand. La semaine dernière, on a donc parlé d'un des logiciels GarageBand. GarageBand, voilà, de la suite iLife. Eh bien, un site internet qui a été développé un peu dans la continuité du logiciel. En fait, bon, internet c'est la communauté, et donc là, si tu veux, c'est l'occasion pour de se réunir et de créer les petites loupes en fait. Les fameuses Apple Loops, donc c'est des petits morceaux de son que tu peux utiliser dans GarageBand pour faire ton morceau. Et voilà. Donc tu peux en télécharger? Tu peux en télécharger, tu peux même en suggérer, et tu commences d'abord par, si tu veux, soumettre ton identité, tu fais ton petit profil, et alors comme ça, si par exemple un des artistes te plaît vachement ou qu'il est doué, tu peux faire la recherche de tous les morceaux qu'il a suggérés. Enfin, tout ça est géré par une base de données. Mais est-ce qu'il crée vraiment des morceaux à la guitare, au clavier? Oui. Enfin, disons qu'à mon avis, le principe de base, c'est quand même celui-là. Donc, un contenu, si tu veux, musicien, donc de jouer de son instrument, mais à mon avis, il doit y avoir des créations, entre guillemets, virtuelles. Quoi. Ah ouais, avec les synthés. Voilà. Et alors, il y a un moteur de recherche, enfin, tout ce qu'une base de données te permet de faire, bon, voilà, c'est la continuité. Et si tu veux, quand tu allais dessus, il y avait déjà pas mal de contenu ou il y en avait juste 2-3? Il y a énormément de contenu. Enfin, c'est dingue, si vite. À mon avis, ils ont bûché, tu sais bien, tout ce sur Internet. Ils ont recyclé tout leur truc. Tu as eu très peu de temps, tu as tout de suite fait des trucs. Oui, j'avoue que c'est très drôle comme truc. Et vous savez pourquoi MacBand? Non. Non plus, oui. Il pouvait pas. Peut-être parce qu'il s'amuse à faire des farandoles. Très bon enchaînement de nouveau. Eh bien, écoute, Bob, tu sais, la campagne
enfin, si tu conduis, tu bois pas. Moi, je suis si un bois... boc perpétuel puisque je ne bois pas, donc. C'est une bonne chose, mais tu ne fumes pas non plus. Hein. Non, mais je ne conduira pas pour très longtemps. Donc là, propose un jeu sur leur site, vraiment super sympa. Donc la petite farandole, tu sais, c'est vraiment pour mettre un peu d'ambiance dans ta soirée. Elle a du mal à démarrer, rien de tel que de se faire une petite bonne farandole. Une bonne farandole. C'est un peu comme la bamba où tout le monde se suit. Train, tu vois. Ah, le petit train-train. Toutes les soirées STBF, d'ailleurs, il y a des farandoles. Si, je veux être à la prochaine. En tout cas, sur ce site, tu connais le jeu Serpent. Donc tu vois. Oui, les serpents, oui. Voilà. Et bien ce jeu, exactement. Et bien ce jeu est basé là-dessus. Donc tu as les deux premiers payes qui, on y va et hop, ils font. Donc si tu veux, tu dois les choper, les inviter. Ah voilà. Et au fur et à mesure, ils se rallongent. Voilà. Et c'est une bonne idée. Faut absolument pas retomber, évidemment. J'y ai joué quelques minutes comme ça, mais tu prends vite au truc et ton petit serpent. C'est pas un serpent, c'est une farandole. Oui, mais enfin, bon, un petit serpent. Hein. Oui, donc moment en tout cas important pour faire la fête. Pour lancer la fête. Voilà. Alors le troisième site. Ouais. Vas-y, je t'écoute. À toi de faire l'enchaînement. Je n'en ai pas, je ne sais pas. Mon fin. Mais je ne sais plus quel est le troisième site. Ben moi non plus. C'est génial. C'est vrai, j'ai oublié aussi ce que c'était. Merde, on est foutu. Eh bien, c'est pas grave, l'émission s'arrête là. Troisième site, un peu plus lugubre toutefois, morbide, du Père Lachaise. Très beau cimetière. Très beau cimetière. Très beau cimetière, très grand cimetière. Cimetière culte. Oui. Cultissime. Qu'on peut d'ailleurs visiter en full time VR. Exactement, donc des visites, si tu veux, on peut appeler ça des visites virtuelles. Tu te balades au travers de cet énorme cimetière de Paris. Tu peux aller voir des photos des tombes et tout. Voilà. En fait, c'est des photos panoramiques. Tu vois, c'est un appareil qui tourne sur lui-même, où c'est plusieurs photos qu'on assemble, qui te permet de voir une vue à 360 degrés et de cliquer dans des détails pour te déplacer d'une vue à une autre. Avec ta souris, et sur le clavier, tu vas aller zoomer dedans, tu peux dézoomer, donc c'est un outil assez performant pour les visites virtuelles. Choisir un caveau pour toi? Eh bien, oui, parce qu'il y a une base de données. Voilà, une base de données, soit de l'ensemble des caveaux présents, soit par, si tu veux, personnes célèbres. Donc tu cherches la tombe de Jim Morrison au hasard, par exemple. Tout le monde sait qu'elle est au Père Lachaise. Voilà, et donc... il paraît qu'il est aux Bahamas, tiens, à propos, puisque ta chemise lui fait penser. C'est vrai? Oui, il paraît qu'il est aux Bahamas. Il est devenu très très gros, mais il est toujours... Ah bon, tu confonds avec Carlos. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, t'as raison. Et donc, il y a des petits dossiers, en fait, au bout de ta visite, une fois que tu arrives face au caveau, tu as un petit dossier de la personne. Ah oui. Rimbaud, il y a des choses un peu plus, n'est-ce pas, poétiques. Voilà, et donc voilà, un site vraiment très très impressionnant de par le travail qui a été fourni pour réaliser le contenu, et aussi du côté de la base de données, si tu veux, toutes les informations de chacun, disons, des défunts. Ben voilà, donc avant d'y aller définitivement, allez-y virtuellement. Alors Brice, il y a un autre site dont on nous parle souvent, puisque c'est le nôtre, celui de l'émission. Et oui, si vous êtes un jeune téléspectateur de Cybercafé, eh bien sachez qu'il y a un site, cybercafé.tv, site sur lequel, eh bien, on va vous le décrire, puisque beaucoup de gens nous demandent où sont les adresses des sites dont vous parlez. Elles sont toutes sur le site. Avant même que l'émission ne passe, Laurent Jadot, notre éditeur, poste les URL de tout ce dont on parle dans l'émission. Ainsi que le sommaire des émissions, donc vous pouvez savoir ce qui va passer dans la prochaine, séquence par séquence. Alors, à la fin des émissions, eh bien, il y a les webcasts, donc il y a la possibilité de voir l'émission en vidéo sur le site, mais sur le site Cybercafé, c'est une vraie communauté, puisqu'il y a déjà plus de 15 000 membres inscrits, membres qui peuvent y mettre leur petite vie dans un weblog. Il y a des forums dans lesquels vous pouvez partager vos points de vue, critiquer, parler de jeux vidéo, parler d'émissions, balancer des vacheries. Il y a les mailing lists auxquels vous pouvez vous abonner et avec lesquels vous pouvez correspondre avec d'autres passionnés de musique électronique, de Macintosh, de Windows, etc., etc. Enfin, sur ce site, il y a une quantité invraisemblable de fonctions. C'est une véritable famille. Tout ce qui fait l'émission, finalement. Tout ce qui fait en ligne. Alors, vous l'aurez sans doute remarqué, mais depuis 2 semaines maintenant, il y a des petits films qu'on passe, qu'on glisse juste après l'émission. Juste après le générique. Si vous aussi, vous en avez, que vous voulez nous les envoyer et qu'on les diffuse, eh bien, vous m'envoyez tout ça. Vous allez via le site trouver ma petite adresse et vous m'envoyez tout cela. Donc, l'adresse du site est cybercafé.tv. Voilà. Et puis c'est Cybercafé, c'est la fin de l'émission. On était à l'Atomium. Nous étions dans une boule. Une très belle boule. De 18 mètres de diamètre. Il aime bien le rappeler. Moi, je vais vous rappeler autre chose, c'est que le 19 et 20 février, il
va se dérouler une œuvre. Vous allez pouvoir aller voir une œuvre interactive, vous allez pouvoir parler avec l'œuvre. Enfin, toutes ces infos se trouvent sur leur site www.nadine.be. Et puis là, l'émission touche à sa fin et on a comme d'habitude des cadeaux. Et oui, comme Gilles vous l'a annoncé, nous aurons 5 exemplaires du jeu James Bond qui tout double pour PlayStation 2. Donc si vous avez une Xbox, ne jouez pas. Donc 5 exemplaires. Il y aura un mot de passe, Raphaël. Boule, hein? Bah si. Pas mal. Alors Photol nous offre cette semaine. Alors c'est un appareil absolument extraordinaire. C'est HP qui fait ça. C'est 1350. Alors, c'est une imprimante couleur, mais c'est aussi un scanner, c'est aussi une photocopieuse et il est aussi muni de toutes les entrées pour faire les impressions photo numériques directement de la carte mémoire de ton appareil photo. Donc de l'appareil photo, pouf, je le branche là-dessus et ça sort. Franchement, ça fait tout. C'est imprimante photo, photocopieur, imprimante normale. On peut même mettre 6 couleurs différentes pour avoir des rendus photos extraordinaires. C'est vraiment un super cadeau offert par Photol. On n'aura qu'un exemplaire et le mot de passe sera Sphère. Sphère pour rester dans les trucs ronds. Et puis autre chose, celui-là, je l'aime beaucoup. Eh bien, c'est Logitech qui vous offre ça. Alors, c'est incroyable. On vous avait montré un appareil similaire il y a 2-3 semaines. Un petit truc qui se met dans la main. Et ben, ça, c'est un modèle, c'est le Pocket Video 750 avec une meilleure qualité. Donc, c'est une caméra vidéo digitale, donc qui filme en MP4 directement en numérique. Donc, vous prenez le fichier, vous pouvez tout de suite le mettre sur votre site. Vous ne devez pas le comprimer, etc. Elle filme directement en MP4. On peut mettre jusqu'à 1 heure de film sur une cartouche de 128 mégas. Et donc, c'est une caméra vidéo. Elle est minuscule, on ne le voit pas très bien, mais elle est vraiment pas très grande. Elle est design, elle est pas mal. Elle est design, il y a un petit... Ça s'appelle Logitech Pocket Video 750. On en aura 3 exemplaires à gagner offerts par Logitech et un mot de passe. Bulle. Bulle. On reste dans les trucs. Voilà, Bulle. On reste dans les trucs ronds. Il nous reste à vous souhaiter une excellente semaine et à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.